Marc Villeroy laissa échapper un rire retentissant qui résonna dans toute la salle de réunion. Toi, une enfant des rues parlant des langues, appelez la sécurité. Appelez la sécurité. La petite Léa ne broncha pas, le visage souillé de terre et le t-shirt rouge déchiré. Elle leva le doigt, le pointant directement vers l'homme au costume de 10 000 €. Je parle cette langue, et aussi les 7 autres que vos traducteurs n'ont pas su déchiffrer. Le téléphone portable de Marc glissa de sa main. Ce que cet enfant était sur le point de révéler allait détruire tout ce qu'il pensait savoir sur la réussite. Marc Villeroy rajusta ses boutons de manchette en or, tout en observant la ville depuis le 42e étage de la Tour Opale, l'immeuble le plus exclusif du quartier d'affaires de la Défense. À 53 ans, il avait bâti un empire d'import-export, qui faisait de lui l'un des hommes les plus influents du pays. Son bureau était un monument à son ego démesuré, avec des murs de marbre italien, des œuvres d'art coûtant plus cher que des appartements entiers et une vue panoramique lui rappelant constamment sa position au-dessus du reste des mortels. Mais ce mardi matin, quelque chose menaçait de détruire tout ce qu'il avait construit. Sur la table de conférence en acajou poli reposait un contrat de 800 millions d'euros. 8 investisseurs de 8 pays différents devaient arriver dans exactement 4 heures pour signer l'accord le plus important de sa carrière. Il y avait un seul problème. Le traducteur officiel, le seul homme capable de gérer les 8 langues nécessaires à la négociation, avait eu un accident de voiture la nuit précédente. Marc frappa la table de son poing fermé. Comment est-il possible que nous n'ayons pas de remplaçant? Son assistante Sophie Bertrand, une femme de 35 ans en tailleur grise impeccable, déglutit avant de répondre. Monsieur Villeroy, nous avons contacté toutes les agences de traduction de la ville. Aucune n'a quelqu'un de disponible maîtrisant simultanément le mandarin, l'arabe, le russe, le japonais, l'allemand, le français, le portugais et l'italien. C'est une combinaison extrêmement rare. Marc la regarda avec un mépris absolu. Alors, engagez 8 traducteurs différents, un pour chaque langue. Nous avons déjà essayé, monsieur. Sophie baissa les yeux. Les investisseurs ont été très spécifiques. Ils veulent un seul interlocuteur pour maintenir la confidentialité de l'accord. Si nous utilisons plusieurs traducteurs, ils annuleront la réunion. La veine sur le front de Marc commença à palpiter visiblement. Ce contrat représentait 5 ans de négociations, des centaines de réunions, des milliers d'heures de travail. S'il échouait aujourd'hui, non seulement il perdrait 800 millions d'euros, mais sa réputation serait détruite dans le monde des affaires. Les autres cadres présents dans la salle restaient silencieux. Romain Lefebvre, le directeur financier, consultait nerveusement sa tablette. Antoine Roussel, chef des opérations, regardait par la fenêtre, évitant le contact visuel. Philippe Moreau, l'avocat principal, feuilletait des documents qu'il avait déjà lus 100 fois. Aucun n'osait parler quand Marc était dans cet état. « Je veux des solutions, pas des excuses. » Marc commença à marcher autour de la table comme un prédateur en cage. Appelez les universités, les ambassades, tout ce qui est nécessaire. Offrez le triple du tarif normal. Monsieur. Sophie hésita. Nous avons déjà offert 5 fois le tarif. Le problème n'est pas l'argent, il n'y a tout simplement personne de disponible avec ces qualifications en si peu de temps. Marc s'arrêta devant la baie vitrée, observant les rues minuscules en contrebas. Les gens semblaient des fourmis depuis cette hauteur, insignifiantes, remplaçables. C'est ainsi qu'il voyait le monde, divisé entre ceux qui avaient le pouvoir et ceux qui ne valaient rien. À ce moment-là, son regard capta quelque chose sur le trottoir devant l'immeuble. Une petite silhouette, une enfant apparemment, fouillait dans les poubelles près de l'entrée principale. Son t-shirt rouge était sale et déchiré, ses cheveux blonds emmêlés, attachés en une queue de cheval désordonnée. Elle semblait avoir environ 11 ou 12 ans. Sécurité? Marc prit le téléphone interne. Il y a une sans-abri devant l'immeuble. Dégagez-la d'ici avant l'arrivée de mes investisseurs. Je ne veux pas que cette racaille gâche l'image de la Tour Opale. Sophie observa la scène depuis la fenêtre avec une pointe d'inconfort, mais ne dit rien. Elle avait appris depuis longtemps que remettre en question Marc Villeroy était une erreur qui coûtait des carrières. Les minutes s'écoulaient avec une lenteur agonisante. Chaque appel téléphonique apportait la même réponse négative. Chaque agence, chaque université, chaque ambassade déclinait la demande impossible. Marc sentait le contrôle lui échapper des mains, une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis des décennies. À 11 heures du matin, exactement 3 heures avant la réunion, son téléphone personnel sonna. C'était Dimitri Volkov, l'investisseur russe, confirmant son arrivée. Marc répondit dans son russe limité, à peine suffisant pour des salutations formelles, et promit que tout serait prêt. Quand il raccrocha, ses mains tremblaient légèrement. « Monsieur » Romain Lefebvre osa enfin parler. « Que faisons-nous si nous ne trouvons personne ?» Marc le fusilla du regard. « Nous trouverons quelqu'un. Et si nous ne le faisons pas, vous 3 serez responsables. Vos primes, vos postes,
Tout dépend du succès de cette réunion. Les cadres échangèrent des regards terrifiés, mais aucun ne protesta. Sur le trottoir devant la tour Opale, Léa Martin terminait de fouiller la dernière poubelle du secteur. À son âge, elle avait développé un système efficace pour collecter des matériaux recyclables. Les canettes d'aluminium allaient dans un sac, le carton dans un autre, les bouteilles en plastique dans un troisième. Chaque matériau avait un prix différent au centre de recyclage, et Léa connaissait les tarifs par cœur mieux que n'importe quelle table de multiplication. Ce matin-là, elle avait récolté de quoi s'acheter à manger à midi. Peu, être même assez pour le petit dictionnaire de français qu'elle avait vu dans la librairie d'occasion. Elle avait déjà 7 dictionnaires usagés dans sa cachette sous le Pont-Neuf, un pour chaque langue qu'elle avait apprise au cours des 4 dernières années. Elle compléterait bientôt sa collection. Le gardien de sécurité de l'immeuble s'approcha avec une expression de dégoût. « Hé, la gamine, dégage d'ici. Nous ne voulons pas de clochards dans cette zone. » Léa ne répondit pas. Elle ramassa simplement ses sacs et commença à s'éloigner avec la dignité silencieuse qu'elle avait apprise de son père avant qu'il ne meure. Michel Martin avait été professeur de linguistique dans une université prestigieuse jusqu'à ce qu'une longue maladie ne consume toutes ses économies et finalement sa vie. Dans ces derniers mois, alité dans un lit d'hôpital public, il avait enseigné à Léa tout ce qu'il savait sur les langues. C'était un jeu entre eux, une façon d'échapper à la réalité cruelle qui les entourait. « Apprends les langues, ma petite », lui avait-il dit d'une voix faible. « Les langues sont des clés qui ouvrent des portes que d'autres ne savent même pas qu'elles existent. Personne ne peut t'enlever ce que tu as dans l'esprit. » Léa avait pris ces mots comme un mandat sacré. Après la mort de son père et la disparition de sa mère, consumée par le désespoir, la fillette se retrouva seule dans les rues. Chaque jour, sans faute, elle marchait jusqu'à la bibliothèque municipale pour continuer à apprendre. Les bibliothécaires la connaissaient et lui permettaient de rester dans la section des langues pendant des heures. Certains lui donnaient même des livres qu'ils allaient jeter. Tandis qu'elle s'éloignait du bâtiment d'affaires, Léa entendit des voix provenant d'une fenêtre ouverte au rez-de-chaussée. Elle parlait un français tendu, inquiet. Elle capta des mots isolés sur des traducteurs, des langues, une réunion importante. Sa curiosité naturelle la fit s'arrêter. À travers la vitre, elle put voir un bureau où plusieurs hommes en costume discutaient vivement. Une femme en tailleur gris parlait au téléphone, son expression de plus en plus désespérée. « Il n'y a personne de disponible dans toute la ville », disait-elle. « Nous avons besoin de quelqu'un qui parle 8 langues, et cela n'existe tout simplement pas. » Léa sentit un picotement familier dans sa poitrine. Ce picotement qui apparaissait quand quelque chose en elle savait qu'elle pouvait aider, mais savait aussi que personne ne la laisserait essayer. « Je parle 8 langues », pensa-t-elle. Enfin, techniquement 7 couramment et une de base, mais elle doutait que quelqu'un dans cet immeuble de verre et d'acier veuille écouter une enfant au t-shirt taché. Elle continua à marcher vers le jardin des Tuileries, où elle passait habituellement les heures creuses du midi. Elle s'assit sur son banc préféré, celui près de la fontaine où les touristes laissaient parfois des pièces de monnaie. Elle sortit de sa poche un petit carnet usagé, le seul objet qu'elle avait conservé de son père. Sur ces pages jaunies, il y avait des notes écrites en plusieurs langues, des observations linguistiques, des petits poèmes. C'était son trésor le plus précieux. Elle commença à pratiquer silencieusement comme elle le faisait chaque jour. Elle conjuguait des verbes en mandarin, révisait des déclinaisons en allemand, mémorisait des expressions familières en arabe qu'elle avait apprises d'un vendeur ambulant qui lui offrait du pain rassis. Les heures passèrent sans qu'elle s'en rende compte. Le soleil commença à descendre quand elle entendit le son de plusieurs voitures de luxe passant à toute vitesse vers la tour Opale. Des limousines noires, ou des véhicules blindés avec des drapeaux de différents pays. Léa observa avec curiosité un défilé de personnes élégantes entrer dans l'immeuble. Elle reconnut certains visages des magazines qu'elle trouvait parfois dans les poubelles. Des gens importants, des gens de pouvoir. Elle décida de s'approcher à nouveau, restant dans l'ombre pour éviter le gardien de sécurité. Il y avait quelque chose de magnétique dans cette situation, quelque chose qui l'appelait, bien qu'elle ne sût expliquer pourquoi. Depuis sa cachette derrière un arbuste ornemental, elle put entendre des fragments de conversation en différentes langues. Un homme corpulent parlait en russe au téléphone. Un autre, plus mince, conversait en mandarin avec son assistante. Une femme blonde donnait des instructions en allemand. Léa comprenait chaque mot et comprenait aussi, au ton des voix, que quelque chose n'allait pas. Les investisseurs semblaient confus, frustrés. Certains regardaient leur montre avec impatience. Léa se demanda ce qui se passait à l'intérieur de l'immeuble. Alors, elle vit sortir la femme au tailleur gris, Sophie, cherchant quelque chose, ou quelqu'un avec une expression de panique totale. Sophie Bertrand sentait que le monde s'effondrait autour d'elle. Les 8 investisseurs étaient déjà dans le hall de l'immeuble, et il n'avait absolument personne capable de communiquer avec eux tous. Marc lui avait ordonné de trouver une solution dans les 10 prochaines minutes ou de commencer à chercher un autre emploi. Elle sortit dans la rue à la recherche d'un miracle.
bien qu'elle sût que les miracles n'existaient pas dans le monde des affaires. Son téléphone sonna de nouveau. C'était une autre agence de traduction, l'informant que son seul candidat potentiel était malade. Sophie sentit les larmes commencer à monter à ses yeux, mais elle les retint de toute sa volonté. « Excusez-moi, madame. » Une petite voix la fit se retourner brusquement. Sophie baissa les yeux et vit la fillette au t-shirt rouge, la même que le gardien avait chassée ce matin-là. Son visage était souillé de terre, mais ses yeux brillaient d'une intelligence qui contrastait brutalement avec son apparence. « Va-t'en d'ici, petite. Je n'ai pas le temps pour ça. » Sophie commença à s'éloigner, mais Léa la suivit. « J'ai entendu dire que vous avez besoin de quelqu'un qui parle plusieurs langues. » Sophie s'arrêta plus par surprise que par intérêt réel. « Qu'est-ce que tu en sais? Je peux vous aider, » dit Léa avec un calme qui déconcerta la cadre. « Je parle espagnol, anglais, mandarin, allemand, français, portugais, italien et arabe. J'apprends aussi le russe et le japonais, mais je ne les maîtrise pas encore complètement. » Pendant un instant, Sophie resta paralysée. Puis elle laissa échapper un rire amer qui ressemblait plus à un sanglot retenu. « Écoute, petite, je ne sais pas ce que tu prétends, mais ce n'est pas un jeu. Nous parlons d'une réunion avec des investisseurs internationaux, pas d'un cours d'école primaire. Je ne joue pas. » Léa sortit son petit carnet usagé. « C'était celui de mon père. Il m'a appris tout ce que je sais avant de mourir. Je peux vous le prouver si vous me donnez l'opportunité. » Sophie observa le carnet avec scepticisme. C'était un vieil objet, taché, avec des pages menaçant de se détacher. Mais il y avait quelque chose dans les yeux de l'enfant qui la faisait douter de ses propres suppositions, une détermination qui ne correspondait pas à un simple mensonge enfantin. « Même si ce que tu disais était vrai, » Sophie secoua la tête. « Nous ne pourrions jamais te présenter à ces investisseurs. Regarde-toi, mon patron appellerait la police avant de te laisser entrer dans la salle de réunion. » Léa ne fut pas ébranlée par ces mots. « Alors, ne me présentez pas comme votre traductrice. Dites-leur que je suis la fille de quelqu'un du personnel de service, que j'attends ma mère. Laissez-moi écouter ce qu'ils disent, et si je peux aider, je le ferai. Si je ne peux pas, je partirai simplement, et vous n'aurez rien perdu. » La logique était impeccable, et cela troublait profondément Sophie. Cet enfant des rues raisonnait mieux que certains cadres avec des maîtrises qui travaillaient dans l'immeuble. « C'est impossible, » murmura Sophie, plus pour elle-même que pour Léa. « Absolument impossible. » Son téléphone vibra avec un message de Marc. « Tu as 5 minutes. » Sophie regarda la fillette, puis l'immeuble, puis la fillette de nouveau. Chaque fibre de sa formation professionnelle lui disait que c'était de la folie. Mais le désespoir a une manière particulière de redéfinir les limites de l'acceptable. « Si tu mens, si c'est une sorte de blague cruelle, » chuchota Sophie en s'approchant de Léa, « je te jure que je te ferai arrêter pour intrusion. Je ne mens pas, et je n'ai pas peur d'être arrêté. J'ai dormi dans des endroits pires qu'une prison. » L'honnêteté brutale de cette réponse frappa Sophie comme un coup de poing. Pour la première fois, elle regarda vraiment la fillette devant elle. Elle vit les mains cailleuses, les genoux égratignés, les ombres sous les yeux qui indiquaient des nuits de sommeil interrompues. Mais elle vit aussi quelque chose de plus, une dignité inébranlable qu'aucune pauvreté n'avait réussi à détruire. D'accord? Sophie ne pouvait croire les mots qui sortaient de sa propre bouche. « Je t'emmènerai à l'étage de service. Tu resteras silencieuse, invisible. Si à un moment donné tu prouves que tu peux faire ce que tu dis, je trouverai un moyen de te faire écouter. Mais une seule erreur, un seul mot déplacé, et c'est terminé. » Léa hocha la tête solennellement. « Je ne vous décevrai pas. » Sophie la guida vers une entrée latérale de l'immeuble, priant intérieurement pour que cette décision désespérée ne finisse pas par détruire sa carrière et être sa liberté. Aucune des deux ne savait que dans les 60 minutes suivantes, tout ce qu'elle croyait savoir sur le succès, le talent et la valeur humaine étaient sur le point d'être complètement transformés. La salle de réunion du 42e étage était un champ de bataille silencieux. Marc Villeroy transpirait sous son costume de créateur en essayant de communiquer avec les 8 investisseurs en utilisant une combinaison pathétique de gestes, de mots isolés en anglais basique et d'une application de traduction sur sa tablette qui défaillait constamment. Dimitri Volkov, le magnat russe, tambourinait des doigts sur la table avec une impatience visible. Shen Wei, l'investisseur chinois, échangeait des regards de perplexité avec son assistant. Hans Müller, l'Allemand, consultait sa montre toutes les 30 secondes. Ahmed Al-Rachid, le représentant du fonds arabe, avait déjà mentionné 2 fois qu'il avait un vol à prendre. Les 4 autres investisseurs, la Française Marie Dubois, le Japonais Takeshi Yamamoto, l'Italien Marco Benedetti et la Brésilienne Fernanda Oliveira, restaient dans un silence inconfortable qui en disait plus que n'importe quel mot. « Messieurs, s'il vous plaît. » Marc leva les mains dans un geste qui se voulait conciliateur, mais semblait désespéré. « Notre traducteur a eu un accident, mais nous avons tout sous contrôle.
Si vous me donnez quelques minutes de plus, nous résoudrons cette situation. Volkov répondit quelque chose en russe qui n'était clairement pas un compliment. Chen Wei ajouta un commentaire en mandarin qui fit tousser son assistant pour dissimuler un rire. Mark ne comprit rien, mais il sut que ce n'était pas favorable. Dans la petite pièce de service contiguë à la salle de réunion, Léa écoutait tout à travers une fente dans la porte. Sophie l'avait laissée là avec des instructions strictes de ne pas bouger, de ne pas parler et de ne rien faire du tout jusqu'à son retour. Mais Léa pouvait entendre parfaitement chaque mot dans chaque langue, et ce qu'elle entendait l'alarmait profondément. Le russe venait de dire que c'était un manque de respect impardonnable. Le chinois mentionna qu'ils perdaient leur temps avec des amateurs. L'allemand suggéra qu'il devrait être reconsidéré tout l'accord. L'arabe demanda s'il y avait un autre homme d'affaires en ville capable d'offrir les mêmes conditions. Tous doutaient. Tous étaient sur le point de partir. Léa sentit le poids de son petit carnet dans la poche de son t-shirt déchiré. Les mots de son père résonnèrent dans son esprit comme un avertissement ou être comme une invitation. Les langues sont des clés, ma petite. Mais les clés ne servent à rien si tu n'oses pas les utiliser. La porte de la pièce de service s'ouvrit et Sophie entra avec une expression de défaite totale. « C'est fini », chuchota-t-elle. Volkov vient d'annoncer qu'il part. Les autres le suivront dans quelques minutes. Mark essaie de les convaincre. Mais sans pouvoir réellement communiquer, c'est comme crier au vent. Léa se leva. « Laissez-moi essayer. » Sophie secoua négativement la tête. « Tu es folle. Mark te ferait arrêter avant que tu ne prononces un mot. Ça, nous le savons déjà. » Léa la regarda droit dans les yeux. « Mais si je ne fais rien, vous perdez votre travail de toute façon, et ces gens-là perdront une opportunité dont ils ont être autant besoin que M. Villeroy a besoin de cet accord. » Sophie cligna des yeux, surprise par la perspicacité de l'enfant. « Comment sais-tu qu'ils ont aussi besoin de cet accord ? » « Parce que j'ai écouté ce qu'ils ont dit quand ils pensaient que personne ne comprenait. » Léa baissa la voix. « Le Russe a mentionné que ce contrat sauverait 3000 emplois dans son pays. Le Chinois a parlé d'une usine qui devrait fermer sans cet investissement. L'Allemand a des problèmes avec ses actionnaires. L'Arabe doit montrer des résultats avant la fin de l'année. Ce ne sont pas seulement des millionnaires qui jouent avec l'argent. Ce sont des personnes avec des responsabilités, comme tout le monde. » Sophie sentit le sol bouger sous ses pieds. Cet enfant avait extrait plus d'informations stratégiques en 10 minutes d'écoute passive que tout son département de renseignement économique en des semaines de recherche. « De plus, » continua Léa, « il y a quelque chose qu'aucun d'entre eux ne sait encore. Monsieur Villeroy est malhonnête concernant les termes du contrat. J'ai entendu ce qu'il a dit à l'avocat en français quand il pensait que personne d'autre ne comprenait. Qu'a-t-il dit ?» Sophie sentit un frisson la parcourir. Il a dit qu'après la signature, il changerait les conditions d'expédition pour maximiser ses profits au détriment des autres. Et que quand il s'en rendrait compte, il serait trop tard pour réclamer. À ce moment-là, Sophie Bertrand dut prendre la décision la plus importante de sa carrière. Elle pouvait ignorer ce qu'elle venait d'entendre et rester l'assistante loyale d'un homme corrompu. Ou elle pouvait faire confiance à une enfant des rues et risquer absolument tout pour quelque chose qui ressemblait à de la justice. Le silence entre les deux dura à peine 3 secondes, mais sembla une éternité. Sophie inspira profondément et regarda Léa avec un mélange de terreur et de détermination. « Si nous allons faire ça, » dit-elle d'une voix tremblante, « j'ai besoin que tu me promettes quelque chose. » Léa hocha la tête, attendant. « Promets que tu ne diras rien de ce que Marc compte faire avant que je ne te l'indique. D'abord, nous devons gagner la confiance des investisseurs. Si nous les alertons trop tôt, Marc trouvera un moyen de détruire toute preuve et de nous accuser. Vous me demandez de mentir ?» Léa fronça les sourcils. « Je te demande d'attendre le bon moment pour dire la vérité. » La fillette considéra les mots attentivement. Son père lui avait toujours enseigné que l'honnêteté était la valeur la plus importante. Mais il lui avait aussi expliqué que la vérité sans stratégie pouvait être une arme qui se retournait contre celui qui la maniait. « D'accord, » accepta-t-elle finalement. « Mais quand le moment viendra, je veux être celle qui leur dira. Je le dois à mon père. Il détestait les gens qui trompent les autres pour s'enrichir. » Sophie tendit la main vers l'enfant dans un geste qui les surprit toutes les deux. Léa la serra fermement, scellant un pacte qu'aucune des deux n'aurait imaginé possible 1 heure auparavant. « Maintenant, suis-moi et fais exactement ce que je te dis. » Elles retournèrent dans le couloir qui menait à la salle de réunion. De là, elles pouvaient entendre la voix élevée de Marc, essayant de retenir les investisseurs qui se levaient déjà pour partir. « S'il vous plaît, messieurs et mesdames, ce n'est qu'un léger contretemps. » Marc semblait de plus en plus désespéré. « Nous pourrons reprendre la réunion demain quand notre traducteur se sera rétabli. » Volkov répondit en russe, sur un ton sec. « Niet, nous avons des engagements dans d'autres villes. Si vous ne pouvez pas gérer une simple réunion, comment allez-vous gérer un projet de 800 millions ?» Sophie poussa doucement Léa en avant. « Maintenant, chuchota-t-elle, dis-leur en russe qu'il y a une solution,
Que tu leur demandes 5 minutes de leur temps. Léa inspira profondément et entra dans la salle de réunion. Son t-shirt rouge taché contrastait brutalement avec les costumes valant des milliers d'euros qui l'entouraient. Ses chaussures usées faisaient un bruit doux sur le tapis qui coûtait probablement plus cher que tout ce qu'elle possédait au monde. Tous les regards se tournèrent vers elle avec des expressions allant de la confusion au dégoût ouvert. Marc Villeroy faillit s'étrangler avec sa propre salive en la voyant. « Que diable fait cet enfant ici? Sécurité, dégagez-la immédiatement !» Avant que quiconque ne pût bouger, Léa s'adressa directement à Dimitri Volkov dans un russe fluide et parfaitement prononcé. « Monsieur Volkov, je sais que cela semble irrégulier, mais je vous demande 5 minutes de votre temps. J'ai des informations qui peuvent changer complètement cette négociation à l'avantage de tous. » Le magnat russe resta pétrifié. Ses gardes du corps, qui se dirigeaient déjà vers la fillette, s'arrêtèrent en voyant l'expression de leur chef. Volkov la regarda fixement pendant plusieurs secondes éternelles. « Où as-tu appris à parler russe ainsi ?» ?»« À la bibliothèque municipale. » Léa garda son calme extérieur bien que son cœur battît furieusement. « Mon père était professeur de langue avant de mourir. Il m'a appris que le savoir n'a ni frontières ni classe sociale. » Chen Wei intervint en mandarin, clairement intrigué. « Tu comprends ce que je dis en ce moment ? » ?»« Parfaitement, monsieur Chen. » Léa passa au mandarin sans effort. « Et j'ai aussi entendu ce que vous avez dit à votre assistant il y a 10 minutes à propos de l'usine de Shenzhen qui dépend de cet accord. J'espère que vous trouverez la solution dont vous avez besoin. » L'investisseur chinois ouvrit les yeux avec une surprise absolue. Marc Villeroy observait la scène sans pouvoir comprendre ce qui se passait. Cet enfant sale des rues parlait à ses investisseurs multimillionnaires dans leur propre langue, et il l'écoutait avec plus de respect qu'il ne lui en avait jamais montré. « C'est impossible, » murmura-t-il pour lui-même. « Ça doit être une sorte de ruse. » Hans Müller se pencha en avant avec un intérêt sincère. « Sprechen Deutsch, natürlich, Herr Müller. » Léa Louis sourit avec courtoisie. « Bien que j'admette que mon allemand est moins fluide que mon mandarin, je travaille encore sur les déclinaisons du datif. » L'allemand laissa échapper un rire qui brisa toute la tension de la pièce. Cet enfant a plus de talent linguistique que tous les traducteurs que j'ai engagés en 20 ans. Monsieur Villeroy, d'où sort cette petite prodige? Marc Villeroy sentit que le contrôle de la situation lui échappait complètement des mains. Cet enfant en haillons avait captivé l'attention de ses investisseurs en moins de 2 minutes. Quelque chose qu'il n'avait pas réussi en 4 heures de tentatives frustrées. Son instinct de survie commerciale lui disait qu'il devait s'adapter rapidement ou il perdrait tout. « C'est notre nouvelle traductrice d'urgence », mentit-il avec un sourire forcé que personne ne crut. « Nous la gardions en réserve pour des situations spéciales. Comme vous pouvez le constater, nous sommes une entreprise toujours préparée à toute éventualité. » Léa sentit l'envie de le contredire immédiatement, mais se rappela sa promesse à Sophie. Elle garderait le silence sur les plans de Marc jusqu'au moment opportun. Pour l'instant, sa mission était de gagner la confiance des investisseurs et de prouver sa valeur. Ahmed Al-Rachid l'observait avec un mélange de scepticisme et de curiosité. Il s'adressa à elle en arabe en utilisant délibérément un dialecte régional rarement enseigné dans les écoles de langue. « Peux-tu comprendre cela, petite? C'est de l'arabe du Golfe, pas le standard que l'on enseigne dans les livres. » Léa reconnut le défi implicite. « Mon ami Driss, qui vend des falafels au marché central, et de Dubaï. Il m'a enseigné les différences entre l'arabe formel et l'arabe familier du Golfe, bien qu'il m'ait averti que certaines expressions ne sont pas appropriées pour une fille de mon âge. Al-Rachid, les donna et préfond, qui résonna dans toute la salle. Cette créature est extraordinaire, Villeroy. Je ne sais pas d'où vous l'avez vraiment sortie, mais elle vient de sauver votre affaire. » Marie Dubois, l'investisseuse française, se leva de son siège et marcha vers Léa, avec une grâce aristocratique. Ses yeux bleus étudiaient l'enfant avec une intensité qui aurait intimidé des adultes expérimentés. « Et le français, ma petite, comment l'as-tu appris ?» Léa répondit dans un français fluide avec un léger accent parisien. « À la bibliothèque, il y a une section de films étrangers avec des sous-titres. J'ai vu plus de 200 films français l'année dernière. Mon préféré est Amélie. Bien que les bibliothécaires disent que je suis trop jeune pour comprendre toutes les références. » Marie Dubois porta une main à sa poitrine avec une émotion sincère. Cet enfant ne parle pas seulement le français, elle le ressent. Il y a une énorme différence entre connaître une langue et l'habiter. Elle l'habite. Takeshi Yamamoto, qui était resté silencieux jusque-là, finit par parler. Sa voix était douce, mais chargée d'autorité. En japonais, il demanda quelque chose qui surprit tous les présents capables de le comprendre. « Quel est le kanji le plus difficile que tu connaisses et que signifie-t-il pour toi ?» Léa réfléchit un instant avant de répondre en japonais. « Je crois que c'est le kanji de rêve, celui qui combine les caractères de fleurs, yeux et filets. Je l'aime parce qu'il représente quelque chose de beau qui n'existe que lorsque nous fermons les yeux et cessons d'essayer de l'attraper
comme les choses les plus importantes de la vie. Le Japonais inclina la tête dans un geste de profond respect. C'est une réponse que j'attendrais d'un poète, pas d'une enfant. Tu as une âme ancienne, petite. Marco Benedetti. L'italienne, ne volu pas rester en reste. L'italien, cara bambina. Léa passa à l'italien avec facilité. L'italien, je l'ai appris principalement grâce à l'opéra. Mon père disait que c'était la langue de l'amour et de la musique. Quand je suis triste, je chante des airs de Puccini dans ma tête. Ça me fait me sentir moins seul. L'italien sentit ses yeux s'humidifier involontairement. Il y a quelque chose de pur chez cette créature, murmura-t-il dans sa langue maternelle. Quelque chose que l'argent ne peut ni acheter ni corrompre. Fernanda Oliveira, la brésilienne, fut la dernière à tester Léa. En portugais brésilien, avec toutes ses particularités et ses expressions idiomatiques, elle lui posa des questions sur sa vie, son histoire, comment elle en était arrivée là. Léa répondit avec une honnêteté partielle. Elle parla de son père, de son amour pour les langues, des heures passées à la bibliothèque. Elle omit les nuits froides sous les ponts, les repas qui n'arrivaient parfois pas, la solitude qui menaçait de la consumer. Ce n'était pas le moment de la compassion, c'était le moment du respect. Les 8 investisseurs échangèrent des regards qui communiquaient un message clair, sans besoin de mots. Cet enfant était spécial, ce moment était spécial, et être, juste être, cet accord méritait une seconde chance. Marc Villeroy observait tout avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Il calculait déjà comment il pourrait utiliser cet enfant à son avantage, puis s'en débarrasser quand il n'en aurait plus besoin. Il n'avait aucune idée que Léa pouvait lire ses intentions avec la même facilité qu'elle lisait les langues étrangères. La réunion reprit avec une énergie complètement différente. Léa s'assit sur une chaise que Sophie avait apportée pour elle, stratégiquement placée entre Marc et les investisseurs. Son rôle était de traduire, mais ses oreilles captaient bien plus que des mots. Elles captaient des intentions, des nuances, les petits mensonges que les adultes se disaient entre eux pour obtenir des avantages. Marc commença sa présentation avec une confiance renouvelée. Léa traduisait chaque phrase dans les langues correspondantes, mais elle observait aussi les réactions des investisseurs. Elle remarqua quand Chen Wei fronçait légèrement les sourcils devant certains chiffres. Elle détecta la tension dans les épaules de Volkov quand les délais de livraison étaient mentionnés. Elle vit Marie Dubois échanger des regards avec Hans Müller devant les projections de profit. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, Marc désigna un écran géant. Les projections de croissance dépassent 30% par an pendant les 5 premières années. Léa traduisit fidèlement, mais ajouta dans chaque langue une question subtile qu'elle avait apprise de son père, l'art de la traduction interprétative. En mandarin, la phrase incluait une nuance qui suggérait de vérifier les sources. En russe, le ton invitait à demander des documents supplémentaires. En allemand, la structure grammaticale mettait l'accent sur le mot « projection », rappelant implicitement qu'il ne s'agissait pas de garantie. Chen Wei fut le premier à répondre à l'invitation silencieuse. « Monsieur Villeroy, ces projections sont impressionnantes, mais j'aimerais voir les données historiques qui les étayent. Avez-vous une documentation auditée de vos opérations antérieures ?» Marc garda son sourire, mais Léa remarqua que ses mains se tendaient sur le pupitre. « Bien sûr, monsieur Chen, nous avons toute la documentation dans nos archives. Romain, pourrais-tu apporter les rapports audités des 3 dernières années ?» Le directeur financier se leva nerveusement et sortit de la salle. Léa savait, par des conversations qu'elle avait entendues avant la réunion, que ces rapports avaient été modifiés pour dissimuler des pertes importantes. La vérité commençait à poindre comme le soleil à travers les nuages d'orage. Pendant qu'ils attendaient, Marie Dubois en profita pour poser sa propre question. « Je suis intéressée par les conditions de travail dans vos usines de production. En France, nous avons des normes très strictes et nous n'associons pas notre marque à des entreprises qui ne respectent pas les droits des travailleurs. Nos usines respectent toutes les normes internationales, » répondit Marc sans hésiter. « En fait, nous dépassons les réglementations dans la plupart des cas. » Léa traduisit, mais cette fois-ci, elle laissa sa voix transmettre un léger ton de doute que seule une oreille très entraînée aurait pu détecter. Hans Müller le comprit immédiatement. « Peut-être pourrions-nous organiser une visite de vos installations avant de signer un quelconque accord ?» suggéra l'Allemand. « J'aimerais voir personnellement les conditions que vous décrivez. » Bien sûr. Marc élargit son sourire, mais la sueur commençait à perler sur son front. « Ce sera un plaisir d'organiser une visite complète de nos opérations. » Ahmed Al-Rachid intervint avec une question qu'il avait visiblement gardée. « Parlons des termes d'exclusivité. Le contrat mentionne que nous aurions des droits exclusifs de distribution sur nos marchés respectifs. Mais il y a une clause à la page 47 qui semble contredire cela. Pourriez-vous l'expliquer ?» Léa sentit Sophie, discrètement postée dans un coin, retenir sa respiration. C'était la clause piège,
celle que Marc prévoyait d'utiliser pour modifier les termes après la signature. Cette clause, Marc fit une pause calculée. C'est simplement un langage juridique standard pour protéger les deux parties en cas de circonstances imprévues. Rien d'inquiétant. Léa traduisit les mots exacts, mais cette fois-ci, elle ajouta quelque chose qui n'était pas dans le script original. En arabe, après la traduction, elle murmura suffisamment bas pour que seul Al-Rachid puisse entendre. D'après mon expérience, quand quelqu'un dit qu'il n'y a rien à craindre, c'est exactement le moment où il faut s'inquiéter le plus. L'investisseur arabe la regarda avec une expression indéchiffrable pendant 3 secondes éternelles. Puis il hocha la tête presque imperceptiblement et reporta son attention sur le contrat qu'il avait devant lui, lisant cette fois chaque ligne avec un nouvel examen. Marc remarqua le changement d'atmosphère, mais ne put en identifier l'origine. Quelque chose avait changé dans les dernières secondes, quelque chose qui échappait à son contrôle, et cette sensation l'inquiétait profondément. Romain revint avec les rapports audités, des dossiers élégants contenant des chiffres soigneusement manipulés. Il les distribua aux investisseurs avec des mains qui tremblaient légèrement. Léa observa comment chacun d'eux commençait à examiner les documents avec une attention qu'il n'avait pas montrée au début de la réunion. La graine du doute avait été semée. L'après-midi avançait et la tension dans la salle de réunion augmentait à chaque minute. Les investisseurs posaient des questions de plus en plus incisives et Marc Villeroy transpirait abondamment sous son costume de créateur en essayant de garder le contrôle d'une situation qui lui échappait comme de l'eau entre les 2 doigts. Léa continuait à traduire avec une précision millimétrique, mais son esprit travaillait à plusieurs niveaux simultanément. Elle observait les micro-expressions de chaque personne dans la salle, détectait les incohérences dans les réponses de Marc et calculait le moment exact où elle devrait révéler ce qu'elle savait. Takeshi Yamamoto, l'investisseur japonais qui était resté majoritairement silencieux jusque-là, finit par parler. Sa voix douce fendit l'air comme un scalpel. « Dans la culture japonaise, dit-il en regardant directement Marc, nous valorisons énormément l'honnêteté par-dessus tout. Un accord construit sur des mensonges est voué à l'échec, peu importe l'argent en jeu. Monsieur Yamamoto. » Marc força un rire qui sonna creux. « Je vous assure que tout ce que nous avons présenté aujourd'hui est entièrement véridique. Notre entreprise a une réputation impeccable. » Léa traduisit, mais son cœur battait de plus en plus vite. Elle sentait que le moment approchait, ce point de bascule où elle devrait choisir entre sa promesse d'attendre et son engagement envers la vérité. Fernanda Oliveira intervint avec sa directivité brésilienne caractéristique. « Monsieur Villeroy, j'ai remarqué quelques divergences entre les chiffres que vous présentez et les informations publiques disponibles sur votre entreprise. Pourriez-vous expliquer pourquoi vos rapports internes montrent une croissance de 30% alors que les registres publics indiquent des pertes de 15% au dernier trimestre ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Marc ouvrit la bouche pour répondre, mais aucun son ne sortit. Romain Lefebvre et Philippe Moreau échangèrent des regards de pure panique. Sophie, de son coin, ferma les yeux, attendant l'inévitable effondrement. « Ce doit être une erreur dans les registres publics. » Marc articula enfin d'une voix étranglée. « Nos auditeurs internes sont beaucoup plus précis que les bases de données gouvernementales. Vous suggérez que les registres officiels de 3 pays différents sont erronés ?» Volkov se pencha en avant avec une expression prédatrice. « Parce que mes analystes ont examiné ces informations avant de venir ici, et elles coïncident parfaitement avec ce que Madame Oliveira vient de mentionner. » Léa sentit le regard de Sophie sur elle. C'était le signal. Le moment était venu. Elle se leva lentement, et tous les yeux de la pièce se tournèrent vers elle. L'enfant au t-shirt rouge, la mendiante qui était venue chercher des canettes d'aluminium, avait maintenant l'attention complète de certaines des personnes les plus puissantes du monde financier. « Messieurs et mesdames », commença Léa en français, puis elle répéta dans chacune des 7 autres langues. « Il y a quelque chose que vous devez savoir avant de prendre toute décision. » Marc se leva brusquement. « Léa, ce ne sont pas tes affaires. Tu n'es que la traductrice. Retourne à ta chaise et contente-toi de faire ton travail. » Mais Léa ne bougea pas. Son père lui avait appris qu'il y avait des moments dans la vie où le silence était de la lâcheté, et c'était l'un d'eux. Il y a quelques heures, avant que cette réunion ne commence, j'ai entendu une conversation que je n'aurais pas dû entendre. Léa regarda directement Marc. Monsieur Villeroy a expliqué à son avocat qu'après votre signature, il modifierait les conditions d'expédition pour augmenter ses propres profits à votre détriment à tous. Il a également mentionné qu'au moment où vous vous rendriez compte de la tromperie, il serait légalement impossible de réclamer quoi que ce soit. Le visage de Marc passa du rouge au blanc en quelques secondes. « C'est un mensonge !» cria-t-il. « Cet enfant est une délinquante des rues qui inventerait n'importe quoi pour de l'argent. Allez-vous croire la parole d'une sans-abri plutôt que la mienne ?» Chen Wei se leva lentement. Son expression était de glace pure. « Monsieur Villeroy, cet enfant sans-abri, comme vous l'appelez,
n'a aucune raison de nous mentir. Vous, en revanche, avez 800 millions de raisons de le faire. Mais ce n'est pas tout, continua Léa. J'ai aussi entendu dire que les rapports audités que l'on vient de vous remettre ont été modifiés spécifiquement pour cette réunion. Les vrais chiffres montrent des pertes constantes au cours des 2 dernières années. Le chaos qui suivit les paroles de Léa fut absolu et dévastateur. Marc Villeroy, l'homme qui avait bâti un empire sur des mensonges et de la manipulation, s'effondrait visiblement devant les yeux de tous. Son visage était un masque de fureur et de terreur, alternant entre le désir de détruire l'enfant qu'il avait exposé et la recherche désespérée d'une issue au piège dans lequel il s'était lui-même fourré. « C'est une conspiration » cria-t-il en désignant Léa d'un doigt tremblant. « Cet enfant a été mise là par mes concurrents. Sophie, c'est toi qui l'as amené. C'est ta responsabilité. Je te détruirai, je te ferai virer et je m'assurerai que tu ne travailles plus jamais dans cette industrie. » Sophie fit un pas en avant, sa voix étonnamment ferme, malgré la terreur qu'elle ressentait. « Je n'ai mis personne, monsieur Villeroy. J'ai simplement refusé d'être complice d'une fraude quand j'ai eu l'opportunité de l'éviter. » Les investisseurs observaient le spectacle avec des expressions allant de l'indignation au dégoût. Dimitri Volkov fut le premier à agir. Il se leva de sa chaise avec l'autorité d'un homme habitué à prendre des décisions qui affectaient des milliers de personnes. « J'en ai assez entendu » déclara-t-il en russe que Léa traduisit simultanément. « Cet accord est annulé. Mon équipe juridique contactera les autorités compétentes pour enquêter sur les irrégularités qui ont été exposées aujourd'hui. » Chen Wei appuya la motion en mandarin. Mon entreprise se retire également des négociations. De plus, j'ai des contacts dans les médias financiers internationaux qui seront très intéressés de savoir ce qui s'est passé ici. Hans Müller s'adressa spécifiquement à Léa en se levant. « Jeune fille, ce que tu as fait aujourd'hui demande un courage extraordinaire. Tu as beaucoup risqué pour dire la vérité, et c'est quelque chose qui, dans le monde des affaires, est devenu bien trop rare. » Marie Dubois s'approcha de la fillette et s'accroupit pour être à sa hauteur. Ses yeux brillaient de larmes retenues. « Tu as un endroit où dormir cette nuit, ma petite. » Léa secoua la tête presque imperceptiblement. La Française hocha la tête avec détermination. « Ça va changer. » Ahmed Al-Rachid, Takeshi Yamamoto, Marco Benedetti et Fernanda Oliveira se joignirent à l'exode de la salle de réunion, mais non sans échanger leurs coordonnées avec Sophie, qui était passée de l'assistante d'un escroc à l'héroïne involontaire de cette histoire. Marc Villeroy resta seul dans sa salle de réunion de plusieurs millions d'euros, entouré de faux rapports et de rêves de grandeur qui venaient de se transformer en cendres. Romain Lefebvre et Philippe Moreau avaient disparu dans le chaos, probablement cherchant un moyen de se distancier de leur patron avant que les conséquences légales ne commencent à pleuvoir. « Ce n'est pas fini », murmura Marc en regardant vers la porte par laquelle Léa était sortie. « Personne ne m'humilie ainsi et s'en sort impunément. Personne. » Mais ces paroles tombèrent dans le vide d'une pièce qui ne contenait plus personne disposé à l'écouter. L'empereur avait été exposé et son empire de mensonges commençait à s'effondrer pierre par pierre. Dans le hall de l'immeuble, les 8 investisseurs se regroupèrent spontanément autour de Léa. C'était une scène surréaliste. Certains des hommes et des femmes les plus riches de la planète entourant une enfant au t-shirt sale et aux chaussures usées, la traitant avec un respect qu'ils montraient rarement à leurs propres partenaires. « Petite prodige », dit Volkov en français avec un fort accent. « Tu as prouvé aujourd'hui que le courage n'a rien à voir avec la richesse ou la position sociale. Ma fondation à Moscou a un programme de bourse pour jeunes exceptionnels. J'aimerais que tu envisages d'y participer. » Chen Wei intervint avant que Léa ne pût répondre. « Mon université à Pékin a aussi des opportunités extraordinaires pour les talents linguistiques. Nous pourrions t'offrir une éducation complète. Tout frais payés. Un par un, chaque investisseur offrit quelque chose. Des bourses, des programmes éducatifs, des opportunités d'emploi futures, un soutien financier immédiat. » Léa les écoutait avec une expression mêlant gratitude et accablement. Jamais de sa vie elle n'avait eu autant d'options, autant de gens voulant l'aider. Sophie s'approcha de Léa et posa une main protectrice sur son épaule. L'enfant tremblait légèrement, non de froid, mais de la décharge d'adrénaline qui commençait enfin à se dissiper. « Je crois que Léa a besoin d'un moment pour digérer tout cela », dit Sophie aux investisseurs. « Ce fut une journée extraordinaire pour nous tous, mais surtout pour elle. » Marie Dubois hocha la tête avec compréhension. « Bien sûr, mais avant de nous séparer, j'aimerais faire une proposition concrète. » Elle sortit une carte de son sac de créateur et la tendit à Sophie. « Ma fondation à Paris dispose d'une résidence pour jeunes talents issus de milieux défavorisés. Léa aurait accès à la meilleure éducation que l'Europe peut offrir, des professeurs de langue privée, une famille d'accueil soigneusement sélectionnée et tout le soutien émotionnel dont elle a besoin après ce qu'elle a vécu. » Léa regarda la carte comme si c'était un objet d'une autre planète. Paris, la ville des films qu'elle avait vus des centaines de fois à la bibliothèque,
rêvant éveillée de marcher un jour dans ces rues. Et maintenant, ce rêve se matérialisait devant elle sous la forme d'une carte de visite aux lettres dorées. Mais avant qu'elle ne pût répondre, une voix grave interrompit le moment. « Messieurs, j'ai besoin de vous parler de ce qui vient de se passer. » C'était Philippe Moreau, l'avocat de Marc, qui était revenu avec une expression de défaite totale. Contrairement à ce que tout le monde attendait, il ne venait pas défendre son client, il venait l'enterrer. « Ce que cet enfant a dit est vrai », continua Philippe d'une voix brisée. « Tout, les rapports falsifiés, la clause piège, les modifications prévues. J'ai rédigé ces documents sous les ordres de Villeroy. J'ai été son complice pendant des années, et je ne peux plus vivre avec ça. » Le silence qui suivit fut dense comme du plomb. Shenwei fut le premier à parler. « Pourquoi nous dites-vous cela maintenant? Pourquoi pas avant? » « Parce que j'étais un lâche, » répondit Philippe en regardant le sol. « Parce que l'argent était bon et qu'il était plus facile de regarder ailleurs. Mais aujourd'hui, j'ai vu une enfant qui n'a rien, absolument rien, risquer tout pour dire la vérité. Si elle peut le faire, je dois aussi le pouvoir. » Volkov croisa les bras avec une expression sceptique. « Et qu'espérez-vous obtenir de cette confession, Clémence? » « J'espère obtenir la capacité de me regarder dans le miroir demain. » Philippe sortit une clé USB de sa poche. « Voici toute la documentation réelle des opérations de Villeroy. Les vrais chiffres, les courriels où nous discussions des stratégies de tromperie, les enregistrements de réunions où nous planifions chaque détail. Cela suffira pour que les autorités construisent un dossier solide contre lui. » Hans Müller prit le dispositif avec une révérence presque rituelle. « Cela change tout. Avec cette preuve, nous pouvons non seulement nous protéger, mais aussi empêcher Villeroy de faire cela à d'autres à l'avenir. » Léa observait la scène avec un mélange d'émotions qu'elle ne savait comment gérer. Son père lui avait toujours dit que la vérité était contagieuse, que lorsqu'une personne osait la dire, elle inspirait les autres à faire de même. Elle n'avait jamais entièrement compris ces mots jusqu'à ce moment. Philippe s'approcha d'elle et s'agenouilla pour être à sa hauteur. « Merci, petite. Je ne sais pas comment tu as trouvé le courage de faire ce que tu as fait, mais tu m'as rendu quelque chose que je pensais avoir perdu pour toujours. Mon père disait que les langues sont des clés qui ouvrent des portes, » répondit Léa doucement. « Mais je crois que la vérité est la clé la plus importante de toutes. Elle ouvre des portes que nous ne savions même pas qu'elles existaient. » L'avocat hocha la tête, les yeux humides, et s'éloigna probablement vers le poste de police le plus proche pour commencer le long processus de nettoyage de sa conscience. Sophie prit la main de Léa avec douceur. « Viens, petite, il est temps de partir d'ici. » Tandis qu'elle se dirigeait vers la sortie de l'immeuble, elles passèrent devant les bureaux de Marc Villeroy. À travers la vitre, Léa put le voir assis seul à son bureau, la tête entre les mains, le reflet d'une fortune bâtie sur des mensonges qui s'écroulaient maintenant irrémédiablement. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de changements que Léa pouvait à peine comprendre. Marie Dubois tint sa promesse, et la fillette fut temporairement hébergée dans un appartement que la Fondation française maintenait en ville pour les urgences. C'était un petit espace, mais propre, avec un vrai lit, de l'eau chaude et un réfrigérateur toujours rempli de nourriture. Après des années à dormir sous les ponts et à fouiller dans les poubelles, chacun de ces luxes simples lui semblait un miracle. Sophie Bertrand démissionna officiellement de son poste dans l'entreprise de Villeroy le jour même où les autorités commencèrent l'enquête. Avec de brillantes références des 8 investisseurs internationaux, elle ne tarda pas à recevoir des offres d'emploi d'entreprise beaucoup plus respectables. Mais avant d'accepter quoi que ce soit, elle consacra plusieurs semaines à aider Léa à digérer tout ce qui s'était passé. Les nouvelles du scandale se répandirent rapidement dans les médias financiers. « Milliardaire démasqué par une enfant prodige des rues », titraient les journaux. L'histoire captura l'imagination du public d'une manière que personne n'avait anticipée. Léa reçut des demandes d'interview de dizaines de médias, mais Sophie les refusa toutes. « Cet enfant a besoin de tranquillité, pas de célébrité », expliquait-elle à chaque journaliste qui appelait. Elle aura le temps de raconter son histoire quand elle sera prête. Marc Villeroy fut arrêté 3 semaines après la réunion manquée. Les accusations incluaient la fraude, la falsification de documents et la conspiration en vue de commettre une escroquerie. Son empire s'effondra en quelques jours, avec des employés qui abandonnaient le navire et des partenaires qui se distanciaient publiquement de lui. La tour Opale, qui avait été le symbole de son pouvoir, fut saisie dans le cadre de l'enquête. Mais ce qui frappa le plus Léa, ce ne furent pas les nouvelles concernant Villeroy, mais les lettres qui commencèrent à arriver du monde entier. Des personnes qui avaient lu son histoire lui écrivaient pour lui raconter comment elle les avait inspirés. Des étudiants qui avaient abandonné leurs études de langue décidèrent de les reprendre. Des adultes qui avaient gardé le silence face aux injustices trouvèrent le courage de parler. Des parents partageaient l'histoire avec leurs enfants comme exemple que la vraie valeur n'a rien à voir avec l'argent. Un après-midi, tandis que Sophie et Léa examinaient certaines de ces lettres, un colis spécial arriva du Japon. Takeshi Yamamoto avait envoyé un cadeau accompagné d'une note manuscrite en japonais,
Léa la traduisit à voix haute. « Chère Léa », écrivait l'investisseur japonais. « Dans ma culture, il existe un concept appelé kintsugi, l'art de réparer des objets cassés avec de l'or. L'idée est que les cicatrices et les cassures rendent quelque chose plus précieux, et non moins. Tu es comme le kintsugi humain. Tu as transformé les cassures de ta vie en quelque chose d'extraordinaire. Ce petit présent est pour que tu n'oublies jamais cette vérité. » À l'intérieur du colis se trouvait un bol en céramique traditionnelle, ses fissures remplies d'or étincelant. C'était une pièce d'art inestimable que Léa traita avec révérence. De Chine arriva également un cadeau de Shen Wei, une collection complète de dictionnaires de mandarin classique, accompagnée d'une invitation formelle à visiter Pékin quand elle serait prête. De Russie, Volkov envoya une bourse prépayée pour des études universitaires dans n'importe quelle institution du monde. D'Allemagne, Müller coordonna avec un orchestre de chambre pour que Léa pût assister à des concerts éducatifs sur le lien entre la musique et les langues. Chaque cadeau apportait avec lui une leçon, une reconnaissance, une preuve que son acte de courage avait résonné au-delà de ce qu'elle avait jamais imaginé. Mais de tous les cadeaux, celui qui la toucha le plus arriva dans une simple enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, il y avait une vieille photographie de son père dans ses années de professeur universitaire, entouré d'étudiants qui le regardaient avec admiration. Derrière la photo, d'une écriture inconnue, quelqu'un avait écrit « Ton père serait plus fier que tu ne pourrais l'imaginer ». Léa pleura pendant des heures en tenant cette photographie. C'était des larmes de douleur pour tout ce qu'elle avait perdu, mais aussi quelque chose qui ressemblait à la paix. 3 mois après le scandale, le jour que Léa avait anticipé avec un mélange d'émotion et de terreur arriva, son départ pour Paris. La fondation de Marie Dubois avait accompli toutes les formalités, trouvé une famille d'accueil exceptionnelle et préparé un programme éducatif personnalisé combinant études formelles et immersion linguistique intensive. À l'aéroport Charles de Gaulle, un petit groupe s'était réuni pour la saluer. Sophie, qui avait accepté un poste dans une ONG dédiée à la lutte contre la corruption d'entreprise, tenait un mouchoir humide de larmes. Les bibliothécaires de la bibliothèque municipale, qui avaient été ses professeurs silencieux pendant des années, apportèrent une boîte avec les livres préférés de Léa pour le voyage. Même Driss, le vendeur de falafel, qui lui avait enseigné l'arabe du Golfe, apparut avec un sac de sa nourriture spéciale. « Pour l'avion », expliqua-t-il avec son accent caractéristique. « La nourriture d'avion est terrible. Je ne veux pas que ton premier souvenir de vol soit un mauvais repas. » Léa embrassa chacun d'eux avec l'intensité de celle qui sait qu'elle ferme un chapitre de sa vie pour toujours. Ces personnes qui l'avaient aidée sans rien attendre en retour représentaient tout le bien qu'elle avait trouvé dans les années les plus difficiles de son existence. Avant de passer la sécurité, Sophie lui prit les mains et la regarda droit dans les yeux. « Souviens-toi toujours qui tu es, Léa. Ne laisse pas le succès te changer de la même manière que tu n'as pas laissé la pauvreté te définir. Ta valeur est dans ton cœur, pas dans les langues que tu parles, ni dans les opportunités que tu reçois. » Léa hocha la tête, sentant le poids de ses mots. Elle avait beaucoup appris sur le monde au cours des derniers mois. Elle avait vu comment l'argent pouvait corrompre les gens, mais aussi comment la bonté pouvait fleurir dans les endroits les plus inattendus. « Je promets de vous écrire à tous, » dit-elle d'une voix ferme, « et quand j'aurai terminé mes études, je reviendrai aider d'autres enfants qui vivent ce que j'ai vécu. Je n'oublierai pas d'où je viens. » Le vol vers Paris fut la première expérience de Léa dans un avion. Elle s'assit près de la fenêtre, observant comment sa ville natale devenait de plus en plus petite jusqu'à devenir un point minuscule, puis disparaître complètement sous les nuages. Sur ses genoux reposait le carnet usagé de son père, le même qu'elle avait porté avec elle pendant des années de vie dans la rue. Maintenant, ces pages contenaient non seulement les notes originales de Michel Martin, mais aussi les propres observations de Léa, de nouveaux mots appris, des phrases qui l'avaient émue, de petits poèmes en plusieurs langues qu'elle écrivait lorsque la solitude devenait trop lourde. Elle ouvrit une page au hasard et trouva quelque chose que son père avait écrit des années auparavant. La véritable maîtrise d'une langue ne se mesure pas aux mots que tu connais, mais au cœur que tu peux toucher avec eux. Léa sourit en se rappelant comment ces mots s'étaient réalisés dans la salle de réunion de Marc Villeroy. Elle n'avait pas vaincu un millionnaire corrompu avec des menaces ou de la violence, mais avec la simple vérité exprimée dans les langues qu'il avait sous-estimées. L'avion traversa l'océan pendant qu'elle dormait, rêvant de bibliothèques infinies et de conversations dans des langues qu'elle ne connaissait pas encore, mais qu'elle apprendrait bien. Quand elle se réveilla, les lumières de Paris brillaient sous elle comme une tapisserie d'étoiles terrestres. « Bienvenue dans ta nouvelle vie », chuchota-t-elle pour elle-même en français, puis en mandarin, puis en arabe, jusqu'à ce qu'elle ait répété la phrase dans chacune de ces 8 langues. C'était sa façon d'honorer tout ce qu'elle avait été et tout ce qu'elle était sur le point de devenir. Dans le terminal de l'aéroport,
Marie Dubois l'attendait personnellement avec la famille qui serait son nouveau foyer. Les Duval étaient des professeurs d'université avec 2 adolescents qui étaient déjà impatients d'avoir une sœur adoptive temporaire avec qui pratiquer l'espagnol. L'étreinte de bienvenue fut chaleureuse, sincère, remplie d'une promesse silencieuse de soins et de protection. 5 ans plus tard, une jeune femme de 16 ans montait sur la scène de l'auditorium principal de l'Université de la Sorbonne. L'événement était la conférence internationale de linguistique appliquée et Léa Martin avait été invitée comme oratrice principale, la plus jeune de l'histoire de l'événement. L'auditorium était rempli d'universitaires, d'étudiants, de journalistes et de curieux qui avaient entendu l'histoire de l'enfant prodige et voulaient voir ce qu'elle était devenue. Parmi le public, au premier rang, se trouvaient des visages familiers. Sophie Bertrand, maintenant directrice d'une fondation anticorruption reconnue internationalement, Marie Dubois, avec une fierté maternelle brillant dans ses yeux. Les Duval, sa famille française qui l'avait accueillie comme une fille. Même certains des investisseurs de ce jour fatidique avaient voyagé pour assister à ce moment. Léa s'approcha du pupitre avec la grâce de quelqu'un qui a appris à se mouvoir confortablement entre des mondes très différents. Elle ne portait plus de t-shirt déchiré ni de chaussures usées, mais n'avait pas non plus succombé à l'ostentation. Ses vêtements étaient simples, élégants, pratiques. Ses cheveux blonds, autrefois emmêlés, tombaient maintenant en ondes ordonnées sur ses épaules, mais ses yeux gardaient la même étincelle de détermination qu'elle avait montrée cet après-midi-là dans la tour opale. « Bonjour », commença-t-elle en français, puis répéta la salutation en espagnol, anglais, mandarin, allemand, arabe, russe, japonais, italien et portugais. Le public applaudit chaque langue avec un enthousiasme croissant. Au cours des 5 dernières années, elle avait ajouté 2 langues de plus à son répertoire et plusieurs dialectes qui enrichissaient sa compréhension de chaque langue. « Mon père disait que les langues sont des clés qui ouvrent des portes », continua Léa. « Mais aujourd'hui, je veux vous parler de quelque chose de différent. Je veux vous parler des portes que nous fermons nous-mêmes lorsque nous jugeons les autres par leur apparence, leur origine ou leur situation économique. » Elle raconta l'histoire complète pour la première fois en public. Elle parla de son père, de sa mort, des années passées dans la rue. Elle parla de la bibliothèque comme de son refuge, des immigrés qui lui avaient enseigné gratuitement, de la communauté invisible de personnes qui partagent le savoir sans attendre de récompense. Elle parla de ce jour à la Tour Opale, de Marc Villeroy et de son arrogance, de la décision de dire la vérité, même si cela pouvait lui coûter tout. Le silence dans l'auditorium était absolu. Certains pleuraient ouvertement, d'autres prenaient frénétiquement des notes. Tous écoutaient avec une attention que Léa pouvait sentir comme une présence physique. « Marc Villeroy m'a appelé sans-abri, racaille, délinquante des rues », dit Léa d'une voix ferme. Et techniquement, il avait raison. J'étais sans-abri, je cherchais de la nourriture dans les poubelles. Je n'avais ni foyer ni famille, mais ce qu'il ne pouvait pas voir, parce que sa richesse l'avait aveuglé, c'est que ma pauvreté matérielle ne signifiait pas une pauvreté mentale, ni une pauvreté d'esprit. L'applaudissement qui suivit fut assourdissant, mais Léa leva la main, demandant le silence. « Je ne vous raconte pas cela pour que vous m'admiriez. Je le raconte parce que je sais qu'en ce moment, dans chaque ville du monde, il y a des enfants comme j'étais. Des enfants avec des esprits brillants pris au piège de circonstances brutales. Des enfants qui pourraient changer le monde si quelqu'un leur donnait une chance. Mon appel à vous, universitaires, entrepreneurs, leaders, est de regarder au-delà des apparences, de chercher le talent là où personne d'autre ne se soucie de le chercher, de vous souvenir que le savoir n'a pas de classe sociale et que parfois les voies les plus importantes sont celles que le système a appris à ignorer. » Elle conclut son discours par une citation de son père qu'elle avait trouvée dans le carnet usagé. « La vraie richesse d'une société ne se mesure pas aux millions de ses banques, mais au nombre de portes qu'elle maintient ouvertes pour ceux qui sont nés sans clé. » L'auditorium éclata en une ovation qui dura plusieurs minutes. Léa resta sur scène, laissant les larmes couler librement sur ses joues. Ce n'étaient pas des larmes de tristesse ni de pure joie, mais de quelque chose de plus complexe, la reconnaissance d'un voyage qu'il avait mené des poubelles au pupitre de l'une des universités les plus prestigieuses du monde. Après la conférence, Léa rencontra en privé ses proches dans un café parisien près de la Sorbonne. Sophie, Marie, la famille Duval et plusieurs des investisseurs de ce jour avaient organisé une petite célébration en son honneur, mais avant de les rejoindre, Léa avait besoin d'un moment seul. Elle marcha jusqu'à la Seine et s'arrêta sur un pont, observant l'eau qui s'écoulait éternellement sous ses pieds. Dans sa poche, elle portait le carnet de son père, maintenant protégé par une housse en cuir que Marie lui avait offerte. Les pages originales étaient complétées par des dizaines de nouvelles remplies des propres mots de Léa. « Papa » murmura-t-elle au vent, « si seulement tu pouvais me voir maintenant. » Le vent répondit par une douce brise qui agita ses cheveux, et Léa sourit,
imaginant que c'était la caresse de son père depuis un endroit au-delà des nuages. Elle sortit son téléphone et composa un numéro qu'elle connaissait par cœur. Au deuxième bip, une voix familière répondit. « Léa, comment était le discours ?» C'était Driss, le vendeur de falafel, qui avait maintenant un petit restaurant grâce à un prêt que Léa avait facilité grâce à ses contacts. « C'était bien, » répondit-elle en arabe du Golfe, souriant à la familiarité de la langue. « Mais je t'appelais pour autre chose. Tu te souviens du garçon dont tu m'as parlé? Celui qui dort près de ton restaurant et semble avoir des facilités avec les chiffres. » « Oui, Ahmed. Il a environ 10 ans. Il est très intelligent, mais sa situation est difficile. Je reviendrai en ville le mois prochain pour une série de conférences. Je veux le rencontrer. J'ai quelques idées sur la façon dont nous pourrions l'aider. » La conversation continua pendant plusieurs minutes, planifiant ce qui serait le premier projet formel de Léa, un réseau de soutien pour les enfants des rues ayant des talents exceptionnels. La fondation porterait le nom de son père, Michel Martin, et sa mission serait de trouver des diamants bruts là où personne d'autre ne se souciait de chercher. Quand elle raccrocha enfin et se dirigea vers le café où on l'attendait, Léa se sentit plus légère que jamais. Elle avait bouclé la boucle. L'enfant qui avait été sauvé était maintenant en position d'en sauver d'autres. La voix qui avait été réduite au silence résonnait maintenant dans des auditoriums internationaux. Les clés qu'elle avait accumulées pendant des années ouvraient enfin des portes, non seulement pour elle, mais pour tous ceux qui viendraient après. Au café, la célébration l'accueillit avec des applaudissements et des étreintes. Marie leva une coupe de champagne pour proposer un toast. « À Léa », dit-elle d'une voix émue, « l'enfant qui nous a appris que le vrai pouvoir ne vient pas de l'argent ni des titres, mais du courage de dire la vérité, quand tout le monde préférerait qu'elle garde le silence. » Les verres s'entrechoquèrent et les rires remplirent l'espace. Léa regarda autour de la table, observant les visages des personnes qui étaient devenues sa famille choisie. Chacun d'eux représentait une leçon différente. Sophie lui avait appris qu'il n'est jamais trop tard pour faire ce qui est juste. Marie lui avait montré que la générosité sincère existe. Les Duval lui avaient donné un foyer quand elle en avait le plus besoin. Les investisseurs lui avaient démontré que même les puissants peuvent reconnaître leurs erreurs et choisir mieux. Et son père, bien qu'il ne fût plus physiquement présent, continuait de la guider à travers les mots qu'il avait laissés dans ce carnet usagé. « J'aimerais dire quelque chose », annonça Léa en se levant. Tous se turent, attentifs. Il y a 5 ans, je suis entré dans une tour de verre à la recherche de canettes d'aluminium et j'en suis sorti avec quelque chose de bien plus précieux, la certitude que ma voix comptait. Aujourd'hui, je veux vous remercier tous d'avoir cru en cette voix quand personne d'autre ne le faisait. Mais je veux aussi faire une promesse. Je ne me reposerai pas tant que chaque enfant en situation de rue ne saura pas que sa voix compte aussi, que ses rêves sont valides, que le lieu où il est né ne détermine pas le lieu où il peut arriver et que les langues, toutes les langues, y compris la langue du courage, peuvent être apprises par quiconque a la détermination d'essayer. L'applaudissement final fut plus intime, mais tout aussi puissant que celui de l'auditorium. Léa Martin, l'enfant qui cherchait autrefois de la nourriture dans les poubelles, avait trouvé son véritable but, et ce but brillait plus fort que tout l'or du monde. Si cette histoire a satisfait votre âme, imaginez ce que la prochaine satisfera. Un enfant humble entre dans un chantier de construction millionnaire et un ingénieur arrogant l'humilie devant tout le monde. Ce que le petit a fait ensuite a laissé des experts universitaires complètement silencieux. Aimez, abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune histoire. Et maintenant, regardez cette vidéo qui apparaît sur votre écran. Je vous garantis que vous ne pourrez pas vous arrêter de la regarder jusqu'à la fin.